Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bérénice prend alors pour époux un fils d'Alexandre Ier qui a été prisonnier de Mithridate 8 ans plus tôt. La méprisant, il la tue à peine un mois après le mariage. Ambiance. En réponse, le bon peuple égyptien le traîne jusqu'au gymnase et le frappe à mort. D'autres Ptolémées se trouvent en Macédoine. L'aîné devient pharaon, il épouse sa sœur Tryphéna qui devient Cléopâtre V. Le second Ptolémée devient lui roi de Chypre. Les souverains prennent le surnom de Philopator qui signifie qui aime son père. Appelé Aulète, c'est celui qui joue de la flûte, parce qu'il aime jouer de ses instruments. Mais avec tout ça, les caisses de l'État sont vides, parce que les villes tributaires ne versent plus leurs impôts, et aussi parce que les expéditions vers la Nubie rapportent moins d'or qu'auparavant, les mines sont quasiment épuisées. Oui, ce genre de choses, c'est pas inépuisable justement. En plus, les échanges avec les autres pays se raréfient, il est nécessaire de limiter maintenant l'exportation de céréales pour garantir la survie du peuple. Les crues ayant été abondantes, le roi augmente les taxes, mais il laisse de côté l'irrigation des champs. Le commerce, c'est la monnaie alexandrine. En plus, la cour se laisse aller, dans la luxure la plus complète. Et en plus, évidemment, ce qui devait arriver arrive, il devient rapidement impopulaire. Ptolémée XIII, Néos Dionysos, Aulète, décide de se rapprocher de Pompée, dont l'influence à Rome est en train de croître de plus en plus. Pour combattre Aristobule, le roi de Jérusalem, qui cherche à prendre le trône de son frère, il demande à Aulète de lui envoyer une armée. La Judée devient alors province romaine après la victoire de Pompée. Et là, vous voyez, on arrive dans des dates qu'on connaît un peu mieux, qu'on comprend mieux, dont on conçoit, si vous voulez, les implications. Je ne sais pas si vous me suivez, mais là, ça va être plus simple. En échange de 6000 talents pour s'imposer comme triumvir, Ptolémée reçoit de Pompée le titre d'allié et ami du peuple romain. Le tribun Publius Claudius tente de prendre Chypre. Il essaie de discuter avec le frère d'Aulète, également appelé Ptolémée d'ailleurs, mais plutôt que de se soumettre à la volonté de Rome, il préfère se suicider. Plutarque écrit que Caton d'Utique s'empare du trésor royal, vaisselle, tableaux, pierres précieuses, tout ça, et il revend ça à Rome. Aulète est chassé du trône par son peuple qui choisit sa fille Bérénice pour lui succéder. Alors attention, c'est pas encore la Bérénice de Titus qui va arriver plus tard, un peu moins d'un siècle si vous voulez. La Bérénice de Titus viendra elle de Judée et elle va naître dans 30 ans. Aulète quitte Alexandrie en 58 avant Jésus-Christ. Il fait au passage assassiner des ambassadeurs romains, normal. Furieux, le Sénat prend la décision de l'emprisonner, mais les oracles sont défavorables. Après délibération, les sénateurs décident finalement de lui rendre son trône. Pour empêcher Aulète de revenir au pouvoir, le peuple se met en quête d'un époux pour Bérénice. Et leur choix se porte sur Séleucos, de la famille des Séleucides. Mais son épouse l'assassine après le mariage. Elle épouse alors Archélaos, chef dans l'armée de Mithridate. On recrute donc de nouveaux soldats qui sont équipés et payés aux frais de la couronne. On construit de nouveaux temples, on restaure aussi ceux qui tombent en ruine et la sécurité est renforcée. Le Sénat romain envoie Aulus Gabinius pour renverser Bérénice. Il hésite à accomplir sa mission, mais après avoir reçu une grosse somme d'argent de la part de Ptolémée Aulète, il se décide et il accomplit sa mission avec succès. Parmi ces soldats se trouve un jeune Romain très prometteur, un certain Marc-Antoine. Quand je vous disais qu'on arrivait en terrain connu, je ne plaisantais pas. Aulète retrouve le pouvoir en 55 avant Jésus-Christ. Il fait évidemment exécuter Bérénice et son mari. Le peuple laisse faire sans broncher. Quant à Gabinius, il est mal récompensé pour ses services. Il est livré carrément au Sénat romain qui le juge pour corruption. Il est sauvé de justesse par Pompée. Et Aulète s'éteint en 51 avant Jésus-Christ. Dans son testament, il demande à sa fille d'épouser son frère Ptolémée et que tous deux règnent sur l'Égypte. Leur sort repose désormais entre les mains du Sénat romain. Et sa fille, c'est Cléopâtre, bien sûr, Cléopâtre VII, notre Cléopâtre, celle qu'on connaît tous. Alors on connaît
l'époque des Ptolémées, grâce à tous les nombreux ostracas, vous savez, des textes sur des poteries, des stèles, des inscriptions en grec, en démotique, en hiéroglyphes, sur les monnaies aussi, les temples, les chapelles qui ont été restaurées sous les Ptolémées. Pour le règne de Cléopâtre VII, vous avez une cinquantaine de papyri, des papyrus donc, provenant du Fayoum, rédigés en démotique, qui nous renseignent sur la fin de la dynastie. Et on dispose aussi des archives de fonctionnaires. Et lorsqu'elle succède à son père, elle a environ 18 ans. Quant à son frère Ptolémée XIV, il est à peine âgé d'une dizaine d'années. Cléopâtre, elle a fort caractère, elle se méfie des conseillers de son frère et elle apprécie assez peu leurs discussions. Elle choisit de se tenir à l'écart des manigances de ce frère. Du coup, il l'accuse de vouloir gouverner seul, de comploter contre lui. Ces dissensions au sein de la famille royale déplaisent évidemment au peuple égyptien, qui en a plus qu'assez. Les auteurs romains n'aiment pas Cléopâtre VII. Ils ne l'ont pas épargnée, il faut le savoir, dans leur description. Ils la traitent de magicienne, de prostituée. C'est pour ça qu'on a cette image très ambiguë de Cléopâtre. Il faut savoir qui écrit, évidemment, ça peut orienter. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.